en effet retracer 115 ans d'histoire des évangéliques et de la Fédération protestante dans le temps imparti, 30 minutes, est un peu une gageure impossible. Si l'on songe que le pasteur Yves Parent, ancien secrétaire général de la FPF, a mis plus de 4 ans et près de 1000 pages pour traiter dans sa thèse d'une période à peine plus courte de l'histoire de la FPF. Alors bien sûr, ce ne peut être qu'un panorama dressé à grands traits, mais les organisateurs de ce colloque ont souhaité qu'une telle présentation trouve sa place pour rappeler le chemin parcouru et emprunté depuis 1905. Dans un paysage protestant qui s'est considérablement transformé en un siècle, la FPF a connu elle-même d'importantes mutations. Et donc je vous propose de redécouvrir les grandes étapes de l'essor des évangéliques et de leur engagement ou non au sein de la FPF, car il est souvent plus facile pour les communautés protestantes de vivre leur foi que d'assumer l'unité. La FPF est créée le 25 octobre 1905 du devoir de manifester publiquement l'union fraternelle des protestants français, comme le dit l'article 1er de ses statuts. Sa naissance répond à une conjoncture de rupture majeure, la fin du système concordataire et la discussion au Parlement de la loi sur la séparation des Églises et de l'État. Dans ce contexte, mettre en place une concertation entre les Églises pour défendre leurs intérêts face à l'État ou pour négocier avec lui est presque unanimement accepté. Cette conjoncture permet de réaliser une idée qui n'est d'ailleurs pas nouvelle, mais qui n'avait jamais pu aboutir. Des projets de confédération des Églises émergent en effet depuis les années 1870, mais pendant 30 ans, ils se heurtent aux divisions entre protestants. La séparation de 1905 bouscule les oppositions traditionnelles entre concordataires et non-concordataires, d'une part, entre évangéliques et libéraux, d'autre part. La séparation donne raison aux églises libres qui avaient refusé ou qui étaient sorties du régime concordataire au cours du XIXe siècle. Prophètes de cette séparation, les libristes s'expriment dès leur synode de 1903 en faveur d'une certaine unité du protestantisme et demandent, je cite, aux chrétiens qui se réclament de la réforme de préparer les mesures qui abaisseront les barrières entre les églises et faciliteront la collaboration fraternelle au service de Dieu dans l'humanité. Les libristes sont donc à l'initiative des rencontres qui vont aboutir à la naissance de la FPF. Alors pourquoi la mise en place de la FPF est-elle désormais possible ? Les églises qui sont depuis longtemps ou depuis toujours séparées de l'État, c'est-à-dire les libristes, les baptistes, les méthodistes principalement, se sont rapprochées et sont entrées en dialogue au cours de la décennie précédente. Et maintenant que les liens avec l'État sont rompus, beaucoup se demandent ce qui sépare encore les réformés évangéliques des libristes. De plus, entre les réformés, les positions théologiques ont évolué depuis la fin du XIXe siècle. Les libéraux les plus radicaux ont quitté l'Église et beaucoup de réformés veulent préserver un témoignage d'unité en rapprochant les deux unions d'Église qui s'étaient créées après 1872. Si certains réformés évangéliques sont donc favorables à une réunification avec les libéraux, d'autres, au contraire, s'y opposent. Et, pour ne pas fracturer le camp réformé évangélique, soutiennent le projet de fédération protestante afin d'éviter l'union avec les réformés libéraux. Alors ainsi s'expliquent les déplacements opérés en 1905 dans chacune des églises qui permettent de créer en moins de 2 ans la FPF. À la première assemblée générale de la FPF, réunie à Nîmes en novembre 1909, 6 unions d'églises sont officiellement présentes. Les églises réformées évangéliques, les églises réformées libérales, l'Union des églises réformées de Jarnac, qui regroupe des églises réformées évangéliques et libérales, l'Église évangélique luthérienne de Paris et de Montbéliard, l'Union des églises évangéliques libres et l'Église évangélique méthodiste.
6 unions d'églises officiellement présentes, mais une 7e union est également représentée puisque 2 délégués baptistes participent et votent avec voix délibérative, même si officiellement la Fédération baptiste n'adhère à la FPF qu'en 1916. Et une 8e famille protestante prend part aux décisions, celle des églises locales indépendantes, comme La Rochelle, Bordeaux, Paris, qui sont représentées par un délégué. Donc ces chiffres disent assez la complexité de l'équilibre et en même temps l'exploit réalisé. La FPF est d'emblée marquée par la diversité. Le pasteur Henri Cordet, alors secrétaire de la FPF, dit « C'est la première fois depuis plus d'un siècle que les diverses fractions dont se compose la famille issue de la Réformation en France siègent officiellement en une assemblée pour manifester leur unité fondamentale et leur cordiale fraternité. Aucune union d'église n'a la majorité et les petites églises sont surreprésentées pour atténuer le poids des réformés et pour témoigner de leur rôle dans la création de la FPF. Le projet de la FPF se développe selon 3 axes. Une dimension politique, il faut veiller à la sauvegarde des libertés nécessaires à l'exercice du culte protestant et défendre, s'il y a lieu, auprès des pouvoirs publics, les droits des églises. Une dimension de rassemblement, puisqu'il faut affirmer l'unité morale du protestantisme, contribuer à un rapprochement plus intime entre les églises et de manière plus large encore entre les églises et les œuvres protestantes. Et enfin, la FPF a une dimension de témoignage en favorisant les campagnes entreprises en faveur du progrès moral, social et religieux. Nous aurions aimé que d'autres groupes encore, même faibles numériquement ou organisés de façon spéciale, eussent pris place dans cette première assemblée générale, souligne le pasteur Henri Cordet. Ils seront bienvenus en tout temps. Si la grande partie des évangéliques professants ont adhéré à la FPF, sont en effet restés à l'écart les baptistes de l'association et les baptistes indépendants, les assemblées de frères, étroits ou larges, comme les mouvements évangéliques locaux, même s'il s'agit d'effectifs souvent très faibles. Les évangéliques jouent donc un rôle majeur aux origines de la FPF. Après avoir donné l'impulsion, ils prennent la tête de l'institution. Comme vient de le rappeler le pasteur Batty, le premier président de la FPF est un libriste qui assume ses fonctions pendant une vingtaine d'années. Et les premiers secrétaires et secrétaires adjoints du conseil de la FPF sont également évangéliques. Le pasteur libriste Henri Cordet, le pasteur méthodiste Onésime Prunier, puis le pasteur libriste Élie Bonnet de 1918 à 1927, ou le pasteur méthodiste Élie Vidal. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la FPF s'agrandit de 2 églises alsaciennes, redevenues françaises, l'église réformée d'Alsace-Lorraine et l'église de la Confession d'Augsbourg, mais également de la Société évangélique centrale, admise en 1924. Selon les estimations de Sébastien Fath, on peut avancer qu'il y a alors, en France, 25 000 évangéliques explicitement professants et 250 000 protestants d'orientation évangélique. Mais la dynamique et l'équilibre créés à l'origine de la FPF vont muter à la fin des années 1920. En 1927, les 2 libristes qui animent la FPF se retirent. Il s'agit d'abord d'une question d'âge et de passage de relais à une nouvelle génération. Le président Édouard Gruner a 78 ans et le secrétaire Élie Bonnet a 69 ans. Mais le changement marque en réalité 2 ruptures plus profondes. La première est la crise que traverse l'Union des Églises libres. Le nombre d'associations a diminué, les vocations pastorales sont en crise, et de manière plus générale se développe l'idée que les Églises libres ont peut-être fait leur temps et n'ont plus de raison d'être maintenant que toutes les Églises sont libres, c'est-à-dire non concordataires, sans lien avec l'État. Le synode libriste de 1927, significativement, émet le vœu qu'une commission interecclésiastique soit constituée en vue de prolonger les lignes de l'œuvre de la fédération par la recherche d'un terrain d'entente sur lequel pourrait se manifester, afin que le monde croie, l'unité spirituelle des membres du corps du Christ.
Et ce vœu est renouvelé par le Synode Libris de 1929. Mais cet appel ne rencontre alors guère d'écho dans les autres unions d'Église, même s'il est au fond précurseur de la seconde rupture majeure qui s'annonce alors, c'est-à-dire la mise en marche de l'unité des Églises réformées. En 1933 s'engage le processus unitaire qui aboutit en 1938 à la création de l'Église réformée de France, qui regroupe les deux unions des Églises réformées et des Églises réformées évangéliques, mais aussi 17 Églises libres, 7 Églises méthodistes, 4 Églises indépendantes et la Société centrale évangélique. Une partie importante des évangéliques ont donc été attirés et intégrés par la nouvelle Église réformée de France. Or, cette unification, en bouleversant le paysage protestant, va se traduire tout naturellement par un basculement des relations au sein de la FPF. Avec ses 587 associations cultuelles, la nouvelle Église réformée de France se retrouve numériquement en 1938 en position largement dominante. Et cette domination est renforcée par l'affaiblissement de la représentation du courant évangélique au sein de la FPF. Bien sûr, la diversité protestante n'a pas disparu au sein de la fédération, mais la création de l'ERF a un fort impact sur les autres unions d'églises. Les évangéliques qui ont adhéré à la nouvelle Église réformée de France ne sont plus représentés en tant que tels. La nouvelle union des églises libres est fortement amoindrie, puisque les églises urbaines, parmi les plus importantes et les plus riches, ont adhéré à l'Église réformée de France. La majorité des méthodistes ont rejoint l'Église réformée de France, et ceux qui ont refusé créent une nouvelle union évangélique des églises méthodistes, mais qui n'est plus membre de la FPF. Parmi les réformés, les réfractaires à l'union de 1938 se regroupent au sein des églises réformées évangéliques indépendantes. Mais la querelle qui s'ensuit avec l'Église réformée de France sur l'héritage institutionnel et symbolique bloque leur entrée dans la FPF. Et les EREI ne rentrent finalement dans la FPF qu'en 1948, après avoir accepté d'ajouter à leur nom le qualificatif d'indépendante. Finalement, vous voyez, la création de RF a été un séisme dans le paysage protestant. Seuls les luthériens et les baptistes restent totalement à l'écart du processus de fusion et n'en connaissent aucune conséquence. La domination réformée n'est pas seulement numérique, elle devient également institutionnelle. Après le court mandat du pasteur réformé évangélique Émile Morel, entre 1927 et 1929, est élu à la présidence de la FPF le pasteur Marc Bögner, qui en devient l'inamovible président pendant un peu plus de 30 ans. L'exceptionnel mandat de celui que l'on surnomme le pape des protestants renforce l'idée d'une hégémonie des réformés sur le protestantisme français, d'autant que le pasteur Bögner cumule la présidence de la FPF avec la présidence du Conseil national de l'Église réformée de France. Aussi, dans les années 1950, des critiques se font-elles jour dans les milieux évangéliques contre la FPF. Réticence par rapport à l'écuménisme, réticence par rapport aux prises de position politiques de la FPF, cotisations financières demandées aux petites unions d'églises jugées excessives. Dès 1957, l'Union des Églises libres exprime officiellement ses réserves vis-à-vis de la FPF et 2 ans plus tard vote un vœu de défiance à son égard. L'adoption par la FPF de ces nouveaux statuts en 1962 est interprétée comme le premier pas d'une unification institutionnelle de tout le protestantisme. L'Union des Églises libres désire au contraire conserver son indépendance face, je cite, aux divergences sérieuses de doctrine, de notion de l'Église et de la notion de l'unité chrétienne, et décide en 1963 de se retirer
purement et simplement de la FPF. Nous savons aujourd'hui que les craintes exprimées par les libristes n'étaient pas fondées. Les nouveaux statuts de la FPF n'ont pas été une étape sur la voie de l'unification institutionnelle. Mais dans le contexte des années 60, ces craintes ne reposent pas sur de simples fantasmes. L'ère du temps qui pousse la FPF à se réorganiser est favorable à l'unité. L'article 1er des nouveaux statuts de la FPF inclut la pratique de l'intercommunion entre les églises membres. L'Assemblée de la FPF de 1960 à Montbéliard appelle à avancer sur la voie d'une unité enrichie de la diversité des églises. Le président de l'Église réformée de France, le pasteur Pierre Bourguet, déclare enthousiaste être disposé à l'abandon joyeux d'une part de notre souveraineté propre en vue d'une unité organique plus précise lorsque nous ne risquerons pas d'être trop en flèche par rapport à nos compagnons de voyage. Le pasteur méthodiste William-Henri Guiton voit dans l'esquisse de l'Église évangélique unie de France, discutée à Montbéliard, une unification romanisante et pro-romaine. Je cite, « Le pasteur Beugner a servi le plan papal en demandant à Montbéliard, lors de la récente assemblée, la réunion des diverses dénominations en une seule église, l'Église évangélique de France. Cette église unique formerait un bloc facile à prendre par Rome, heureuse de voir disparaître les termes qui l'offensent, luthérienne, réformée, qui, de son côté, serait prête à supprimer le terme romaine qui déplaît à tous les protestants, prête à d'autres concessions de surface, mais nullement de doctrine ni de méthode. Il n'y aurait plus pour l'Église évangélique protestante qu'à s'unir à l'Église évangélique catholique pour préparer ainsi l'unité complète de la chrétienté mondiale au profit du Vatican. Le tour serait joué. » On voit l'ampleur des craintes. Alors, devant les fortes réticences des églises évangéliques, le projet d'unification se resserre sur les 4 principales églises réformées et luthériennes, l'ERF et l'ERAL, l'église luthérienne et l'ECAL. Adopté en février 1968, l'avant-projet est cependant abandonné à la fin de la même année, en raison notamment des craintes luthériennes vis-à-vis d'une structure centralisatrice qui effacerait ses particularismes. L'Assemblée générale de la FPF de 1969 à Grenoble est le point d'orgue des crispations auxquelles le souci de l'unité peut conduire lorsqu'il devient obsession. Du côté des évangéliques, la situation évolue également. L'hégémonie, réelle ou fantasmée, et peu importe d'ailleurs, de l'Église réformée de France, pousse les évangéliques à se rapprocher, à se structurer à côté de la FPF. À travers la relance de l'Alliance évangélique française en 1953, mais plus encore à travers la naissance de l'Association d'églises de professants en 1957. Cet effort s'appuie sur la croissance numérique du courant évangélique, porté par sa dynamique évangélisatrice, comme par l'aide missionnaire étrangère ou bientôt par l'immigration. Sébastien Fath estime à 100 000 le nombre d'évangéliques français en 1960. La structuration du monde évangélique se renforce dans les années 1960, avec la création de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine en 1965, et avec la création d'une autre fédération, la Fédération évangélique de France, en 1969, face aux pentecôtistes d'un côté et face à la FPF, jugée trop pluraliste, de l'autre. Une ligne de fracture claire apparaît dans la comparaison des 2 fédérations, la Fédération évangélique de France et la FPF. La FPF ne s'est pas dotée d'une confession de foi explicite et claire, elle affirme simplement son attachement à la Bible et aux grandes affirmations de la Réforme. Pour autant, la décennie 60 n'est pas pour la Fondation protestante de France sans fécondité. La FPF décide d'admettre en son sein les institutions, œuvres et mouvements protestants, forces vives du protestantisme, reconnus comme de vrais partenaires dans la recherche et l'exercice d'un ministère commun. Et pour permettre une coordination plus poussée avec les œuvres protestantes, la FPF les structure en départements en 1963.
Or, parmi ces œuvres, nombreuses sont celles d'inspiration évangélique, reflet de la dynamique fortement militante du courant évangélique. Donc, par-delà le schéma d'une entreprise ecclésiale classique, la FPF fait ainsi preuve d'une originalité novatrice dans cette association des œuvres et mouvements aux églises. L'échec des projets d'unification au sein de la FPF marque un tournant. Le pasteur Charles Westphal cède la présidence de la FPF en 1970 à un laïc, Jean Courvoisier, président de la Société des Missions, puis du DEFAP. Il s'agit du second laïc à assumer cette charge après Édouard Gruner. La FPF assume désormais une autre vision de l'unité, une vision conciliaire, selon l'expression de l'époque, c'est-à-dire une unité respectueuse de la diversité des traditions et des sensibilités d'Église qui se reconnaissent mutuellement comme rassemblées autour du Christ vivant. À l'unité institutionnelle, la FPF préfère l'unité plurielle du protestantisme. Ce choix permet à la FPF de connaître ses premiers élargissements. En 1969, la mission populaire évangélique, née de l'œuvre du révérend Mac Hall, débutée à Paris en 1871, qui n'est pas à proprement parler une église, mais une œuvre interdénominationnelle. En 1972, adhésion de l'Église apostolique, puis de la mission évangélique tzigane, et en 1983, adhésion d'églises appartenant à la famille pentecôtiste. La FPF accepte également l'adhésion de membres correspondants, comme le Centre missionnaire de Carré, la Ligue pour la lecture de la Bible, Jeunesse pour Christ, Croisade de maison en maison ou Radio Évangile. L'entrée de toutes ces églises est une révolution dans la FPF, qui s'ouvre au pentecôtisme, à ses particularités théologiques et à ses manifestations spectaculaires que sont la prophétie, le parler en langue ou la guérison miraculeuse. Signe d'une ouverture réciproque nouvelle, de nombreuses demandes d'adhésion ou du moins de contact en vue d'une éventuelle adhésion à la FPF parviennent de divers horizons évangéliques et particulièrement de traditions pentecôtistes dès la fin des années 70. Il s'agit en général de petites églises avec une faible dimension nationale et d'essor récent. En 1975, la France compte désormais 200 000 évangéliques. Et c'est souvent par le biais des œuvres sociales que ces églises pentecôtistes entrent en relation avec le reste du protestantisme. Les différences de pratique, d'autorité et de théologie et les tensions qui sont apparues entre évangéliques piétistes et pentecôtistes ont d'ailleurs été l'un des éléments qui ont poussé les pentecôtistes à se tourner vers la FPF. Le secrétaire général de la FPF, le pasteur Chrétien, souligne à l'époque tout ce qu'il peut y avoir de problématique et de réjouissant à la fois dans cet élargissement spontané ou euphorique. Si certains se réjouissent de cette ouverture, d'autres s'en inquiètent, et la FPF décide de prendre le temps du recul. Réfléchissant à une politique d'ensemble face aux demandes d'adhésion, la FPF adopte en 1979 un texte sur les conditions spirituelles d'appartenance à la FPF. Elle souligne l'importance des motivations de solidarité et de communion avec les membres et de l'entente, de la coexistence fraternelle, notamment au niveau local. Puis en 1993, la FPF se dote d'une charte. Le changement de nom traduit la modification de perspective. Les adhésions d'églises évangélo-pentecôtistes ont montré la nécessité de penser l'élargissement de la FPF, c'est-à-dire de réfléchir non plus seulement aux conditions d'appartenance, mais à la manière de vivre ensemble. Et le préambule de la charte lève les ambiguïtés éventuelles sur les rapports institutionnels entre les membres. Je cite, « L'unité dans la diversité reconnue est un témoignage, et chaque Église ou organisation conserve les formulations de la foi, les expressions cultuelles, les formes de présence dans la société et les priorités du témoignage auxquelles elle est attachée. » La FPF n'est donc pas une super-église, mais elle ne veut pas non plus être un simple outil administratif. C'est pourquoi la charte propose un horizon où, je cite, «
De nouveaux chemins de communion et de fidélité évangélique se découvrent, inattendus pour tous. La FPF se dit une communauté ouverte, prête à de nouvelles adhésions, et elle porte en elle une double dimension d'œcuménisme intra-protestant et d'œcuménisme chrétien. C'est donc rassuré sur son fonctionnement et clair sur sa politique d'adhésion que la FPF reprend son élargissement au milieu des années 1990. Les entrées de 1995 et 1996 concernent des évangéliques historiques. L'Armée du Salut, de tradition méthodiste, présente en France depuis 1881, et l'Union des Églises évangéliques libres, qui fait son retour 30 ans après sa sortie. L'adhésion en 1995 de l'Union d'Églises chrétiennes évangéliques est en réalité le regroupement d'églises ayant déjà adhéré à titre individuel en 1983, mais souhaitant s'élargir à d'autres églises locales. Cet élargissement important au point de vue symbolique et l'élection d'un président non réformé, le pasteur luthérien Jean Tartier, en 1997, marquent bien un tournant et la fin volontaire de l'hégémonie réformée. En 2007, le 10e président de la FPF est à nouveau un évangélique, le pasteur Claude Batty, et l'on pourrait de même égrener la liste des évangéliques élus secrétaires généraux ou vice-présidents de la FPF depuis la fin des années 1980. La FPF s'engage parallèlement dans un élargissement assumé dont les procédures se veulent plus lentes, plus prudentes, au terme d'un dialogue exigeant d'au moins 3 ans pour, je cite, ne pas brûler les étapes. La FPF veut prendre du temps, le temps de la réflexion, avant de répondre aux demandes d'adhésion. Le dialogue avec les adventistes, par exemple, commencé en 1996, durera 10 ans pour éclaircir et mieux comprendre l'impact de la pensée d'Ellen White, la place du sabbat et de l'eschatologie. Il est parfaitement possible d'être protestant sans être membre de la Fédération protestante de France, répète le président Jean-Arnold de Clermont. La FPF ne veut en aucun cas être l'instance de reconnaissance et de labellisation des bons protestants. Le dialogue est donc un processus de reconnaissance mutuelle. Il s'agit d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se comprendre sans chercher à harmoniser les pratiques. Alors que la FPF n'avait connu entre 1969 et 1983 que 5 adhésions d'union d'églises et 5 adhésions d'églises locales, elle va voir entrer 19 unions à partir de 1995. Certains dialogues commencés n'ont d'ailleurs pas débouché sur une adhésion, comme avec les Assemblées de Dieu. Ces élargissements ont été possibles grâce aux évolutions internes qu'ont connues les différents courants du protestantisme. Les frontières confessionnelles font preuve d'une certaine fluidité, même si les crispations identitaires n'ont pas disparu. Certains d'entre nous diront, je cite toujours le pasteur Jean-Arnold de Clermont en 2006, « Vous vous accoquinez avec des gens qui troublent votre image progressiste et ouverte. Au contraire, dit-il, nous sommes en train d'affermir notre image en tant que protestants en privilégiant le débat et notre volonté de témoignage dans la cité. » En effet, vu du monde luthéro-réformé, les évangéliques hors fédération paraissent souvent proches du sectarisme ou du conservatisme. Et l'on craint que l'élargissement n'handicape l'effort commun de réflexion sur les questions éthiques. Certains font les comptes et ont peur d'être submergés par l'afflux de nouvelles églises où le nombre de pratiquants est très important. Mais les églises évangélo-pentecôtistes ont de leur côté évolué aussi vers plus d'ouverture théologique, sur la toile de fond des dialogues œcuméniques internationaux, bilatéraux ou multilatéraux. Après une phase de croissance marquée par une forte insistance sur l'évangélisation et souvent un désintérêt des relations avec les autres églises, les églises évangélo-pentecôtistes ont pris conscience d'une nécessaire ouverture. La découverte d'un œcuménisme de terrain entraîne souvent la participation à des pastorales et le désir de collaboration avec d'autres églises chrétiennes sur le plan local ou national.
L'augmentation de la formation des pasteurs est de même un facteur de rapprochement, comme malheureusement aussi les tracasseries administratives ou les complications juridiques qui ont pu, pour certaines églises, être une motivation pour nouer des liens avec la FPF. Pour beaucoup d'églises évangélo-pentecôtistes, l'hésitation à se rapprocher de la FPF tient moins à des problèmes de conviction théologique qu'à la faible culture du débat ou du pluralisme en leur sein et aux réticences par rapport aux positions éthiques prises par la FPF. Quoi qu'il en soit, la FPF tente d'accompagner son élargissement volontariste dans le souci d'approfondir les relations avec et entre les évangéliques, pour ne pas rester côte à côte. En 2001 est mise en place une coordination évangélique au sein de la FPF. Des rencontres bisannuelles des mouvements pentecôtistes et charismatiques de la fédération sont organisées. Le projet Mosaïque, lancé en 2007, a pour objectif de renforcer les liens entre protestants issus de traditions différentes. Et la collaboration dans les services d'aumônerie, comme dans les émissions radio et télévisées, est l'une des principales forces de la FPF. Alors il est temps de conclure. Le paysage protestant s'est donc considérablement transformé et enrichi au cours du XXe siècle, par des réveils, des créations, des divisions, des fusions, et la FPF a su traverser toutes ces étonnantes mutations en évoluant à son tour. En voulant être l'expression plurielle du protestantisme, la FPF porte intrinsèquement en elle les tensions liées à la diversité du protestantisme. Fortement marquée par les évangéliques à son origine, la FPF redécouvre depuis les années 1970 et surtout depuis le milieu des années 90 la richesse et les risques de la coopération entre églises. La création du Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, en 2010, a montré que de nombreux évangéliques se sentaient à leur place au sein de la FPF. Non seulement certaines unions d'églises ont opté pour une double appartenance FPF et CNEF, mais d'autres ont choisi de n'appartenir qu'à la FPF. Il en va de la marche des églises comme de l'aventure humaine, disait le pasteur Jacques Maury, flux et reflux se succèdent. Et bien sûr, il en va de même pour la FPF, même si elle n'est pas une église de plus. Alors l'avenir nous dira si la réflexion lancée en 2017 par la FPF et le colloque d'aujourd'hui à laquelle il contribue constitue le point de départ d'un nouveau flux, d'un nouvel élan. Je vous remercie.